Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Multi-21. Je suis en compagnie de Paul Perardel. Paul, comment vas-tu? Eh bien écoute, moi ça va, mais aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'on allait parler de quelqu'un pour qui tout ne va pas bien aujourd'hui. Effectivement, on va parler d'un ancien grand espoir du sport automobile mondial. On va parler de Nico Hülkenberg puisque c'est désormais officiel, il ne sera pas en F1 en 2020. On l'a appris il y a peu avec la confirmation d'Antonio Giovinazzi. Et on va un peu essayer de savoir ce qui s'est passé dans la carrière de Formule 1 de Nico Hülkenberg qui est entré en F1 en 2010, donc il y a déjà 10 ans. Il aura fait 9 saisons en tout en F1 et puis on va essayer de savoir ce qui va se passer pour lui à l'avenir. Alors avant de commencer à débattre, on va un peu rappeler qui était Nico Hülkenberg avant la F1 si tu le veux bien. Nico Hülkenberg c'était un grand espoir du sport automobile mondial comme on a eu des Lewis Hamilton, des Nick Heidfeld dans la génération juste avant lui. C'est quelqu'un qui a remporté beaucoup de formules de promotion, alors des formules locales comme la formule BMW, comme la formule 3 allemande, comme des championnats comme ça, qui a remporté un championnat qui n'existe plus, qui s'appelle l'A1 Grand Prix. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'A1 Grand Prix, c'était une coupe du monde de monoplace où chaque pays avait une monoplace et 2 pilotes. Et pour l'Allemagne, il avait remporté cette compétition lors de la deuxième saison. La première, c'était la France qui avait gagné. Et puis c'est un pilote aussi qui avait remporté pas mal de courses prestigieuses, Macao, le Master de F3 à Zandvoort, et puis la GP2 en 2009 qui lui a permis d'accéder en F1 avec Williams, et c'est à partir de là qu'il y a eu un peu de moins bien. Eh bien, je pense que tu as bien résumé, hein. Comme tu dis, c'était vraiment un grand espoir allemand. Comme tu disais, il a gagné la formule BMW. Enfin, globalement, à peu près toutes les formules de promotion où il est passé, il a gagné. Il a remporté le titre, hein. On entend même plus qu'une victoire ou un podium. C'est vraiment, il a remporté le titre sur la quasi-totalité des formules de promotion sur lesquelles il est passé. Et puis, comme tu dis, il est arrivé en Formule 1 par Williams, donc qui forcément n'était pas le haut du panier, mais en même temps, combien rentrent par le haut du panier dès leur première saison? Très peu. Et puis après, il n'y a pas eu grand-chose, quoi, mis à part cet interlude aux 24 heures du Mans pour savourer le champagne une dernière fois. Mais voilà, depuis, ça vivote, des résultats moyens. Je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer aujourd'hui Nico Hülkenberg en Formule 1. C'est moyen. C'est des résultats moyens, tu l'as dit, et puis surtout, c'est des moments où il aurait pu faire basculer sa carrière, où il ne l'a pas fait. On pense bien évidemment à ce qui s'est passé au Brésil en 2010, où il fait la pole avec la Williams et où il ne convertit pas ça en course. 2 ans plus tard, au même Grand Prix du Brésil en 2012, il lutte pour la victoire contre la McLaren de Lewis Hamilton et puis accrochage qui est quand même un peu de sa faute puisqu'il essaye de forcer le passage alors qu'il était plus rapide de toute façon et qui envoie les deux voitures dans les S de Senna au premier virage dans le tapis et donc qui empêche Nico Hülkenberg de gagner. Et c'est quelque chose qu'on avait vu tout au long de sa première partie de saison, qu'on a revu cette année avec ce qui s'est passé en Allemagne où il avait l'espoir de monter sur le podium et il a tout raté. Est-ce que Nico Hülkenberg, pour toi, ça a été un pilote fragile dans les grands moments? Je sais pas si fragile. Je sais pas en fait s'il avait eu plus d'opportunités, est-ce qu'il l'aurait été à chaque fois? Je ne pense pas. Mais je pense effectivement que c'est ces trois moments-là qui sont tristes de résumer sa carrière à ça, mais qui sont sans doute les moments les plus forts émotionnellement parlant. Oui, ces trois moments-là, il l'a craqué. Et, bon, je pense que celui dont on se souvient le plus, c'est le plus récent là en Allemagne, où il sort. Enfin, c'est stupide cette sortie. Enfin, tout le monde est sorti à cet endroit-là. Le fait de sortir à cet endroit-là, en fait, au départ, mais voilà, c'est arrivé à la moitié des pilotes, je pense, lors du Grand Prix. Et c'est cette réaction de d'écraser l'accélérateur et de tirer tout droit dans le mur, alors qu'en fait, il avait juste à lâcher un petit coup de volant léger, et il revenait sur la piste et il était reparti. Il avait perdu 2-3 secondes et c'est tout. Et je pense que oui, ce mouvement-là résume assez bien Nico Hülkenberg dans les moments importants. C'est des petites fautes, des inattentions, du stress, de la pression, c'est pas, peut-être un ensemble de tout, et qui font que il les a ratés, quoi. Ces trois moments importants de sa carrière, en tout cas en Formule 1, il y a toujours eu un couac. Effectivement, alors tu fais bien de préciser en Formule 1 parce que en endurance, pour le peu qu'il a fait, ça a été très
beaucoup, enfin, il y a eu beaucoup de succès pour lui. Je cherchais l'attraction de Successful, je ne l'avais pas, excuse-moi. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de succès pour lui avec ses 2 manches en FIA WEC. La première à Spa pour préparer Le Mans et la deuxième au Mans, justement, où il remporte cette course avec la 3e voiture de chez Porsche, celle qui était censée juste appâter les Audi dans une stratégie et qui finalement remporte la course. Et c'est un peu à l'image de sa carrière, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive en 2015 au Mans, Nico Hülkenberg est un peu dans une période creuse de sa carrière. Il a connu sa fin de saison en 2013 chez Sauber où il avait amené la Sauber très très haut. Il était souvent en Q3 sur les dernières courses de 2013. Et puis 2014, retour chez Force India, l'écurie où il était en 2011 en tant que pilote d'essai et en 2012. Il se bataille avec son coéquipier Sergio Pérez. Il est juste devant lui au classement final, mais c'est pas lui qui fait la plus grosse impression entre les deux pilotes, puisque Sergio Pérez fait un podium alors que Nico Hülkenberg n'en fait pas. Et puis 2015, eh bien, il se rattrape un peu avec ça. On a l'impression que c'est un peu ça, Nico Hülkenberg. C'est à chaque fois qu'on le sent un peu moins bien, il sort une performance, mais c'est jamais suffisamment bon pour être au niveau de son coéquipier, que ce soit Pérez, Ricciardo ou autre. Ou même Kobayashi, hein, on rappelle aussi avec Oui, la Sauber, Kobayashi qui va lui aller scorer un podium au Japon notamment. Enfin, il a toujours eu un coéquipier, il a toujours eu une voiture qui était capable d'aller chercher un podium, pas forcément à la régulière, mais au moins d'être dans l'ombre des gros teams et prêt à dégainer sur une faute devant. Ses coéquipiers l'ont tout le temps, quasiment tout le temps prouvé, et lui, et ben, à chaque fois, je sais pas si c'est de la malchance, si c'est lui, si c'est, enfin, c'est sans doute un ensemble de tout. La vérité est toujours dans le gris, comme on dit. Voilà, je pense pas que, enfin, il a merdé une fois ou deux, ça, on en est bien d'accord, mais globalement, effectivement, c'est un ensemble de tout où effectivement, Hülkenberg nous prouve que finalement, c'est peut-être plutôt un second couteau, un bon second pilote qui va pas faire de vagues, politiquement correct, plutôt beau gosse, qui attire assez bien les médias, voilà, qui va pas lever la voix, qui acceptera les règles quand il y en aura, et voilà, c'est tout, pas plus. et on a l'impression que c'est assez récent ce changement parce que lorsqu'on parle du Hülkenberg, l'an dernier, lors de l'excellent documentaire de Netflix sur la F1, Cyril Abitboul avait dit que c'était un pilote de classe mondiale. Et dès cette année, avec l'arrivée d'un vrai pilote de classe mondiale, Ricciardo, on a vu la comparaison et tu l'as dit, finalement, c'est un très bon second couteau, mais ça reste un second couteau. Pour moi, c'est toute cette génération-là, des Heidfeld, des Fisichella, tu vois, c'est cette période un peu dorée des débuts des années 2000 desquels vient Hülkenberg, qui ont pas éclaté, qui ont été sympas, qu'on a suivis, qu'on a pris plaisir à regarder, mais où c'est jamais allé plus loin que d'éclat à droite à gauche, mais sans plus. Et pour moi, effectivement, je vais pas dans le sens d'Abitbull, qui pour le coup, bon, je pense en même temps, va pas dire le contraire de son pilote, de son top pilote en plus de l'année dernière. Mais d'un autre côté, on le voit, Hülkenberg, les résultats, les chiffres sont là. Il score régulièrement, mais enfin, si on fait la moyenne, hein, je vais vous citer là dans l'ordre quand même, vous allez voir. Dans l'ordre, donc il a fait, depuis 2010, il a fait 14e, 11e, 10e, 9e, 10e, 9e, 9e, 10e, 7e, et là il est 12e actuellement. C'est un pilote de milieu de plateau qui tient bien la route, qui est propre, qui a une conduite globalement propre, qui va pas faire de vagues, mais pour moi, Hülkenberg, finalement, c'est pas plus que ça. Oui, c'est à l'image de sa génération, des Petrov, des Di Grassi, des Grosjean. C'est des très bons pilotes de milieu de tableau avec une bonne pointe de vitesse, mais ce ne sera jamais plus. Alors si on parle de la suite de Nico Hülkenberg, il avait annoncé qu'il ne souhaitait pas candidater pour le volant Williams pour 2020, disant que à son âge, il ne pouvait pas se permettre d'aller dans une écurie qui était au début d'un développement de quelque chose, sachant que la réglementation en 2021 n'arrive qu'un an après. Est-ce que pour toi, il a eu tort de refuser ça? Est-ce que pour toi, il se ferme définitivement la porte de la F1 avec cette décision? Peut-être, mais d'un autre côté, Hülkenberg, il a 32 ans, 33 peut-être, 32 je crois, 32 actuellement. Euh, pour moi, Hülkenberg, enfin, du point de vue de son âge, c'est pas un Kimi Raikkonen qui a scoré, qui médiatiquement est vraiment au top du top sans rien faire. Enfin, Ouais. il a pas cette passion, cet engouement derrière lui. En tout cas, pas comme un Pérez pourrait l'avoir ou ce genre de pilote, voilà, qui rien qu'avec
le quelques sponsors qu'il a derrière emmèneraient du monde. Et voilà, pour moi, Hülkenberg, peut-être que oui, il se ferme la porte, mais d'un autre côté, qu'est-ce qui vaut mieux partir avec la Renault, un bon finish et en ayant scoré quelques points, en ayant lutté avec des grands pilotes, ou partir avec une année chez Williams catastrophique, parce que Williams sera catastrophique l'année prochaine, sans doute des prises de tête, des déclarations, enfin on le voit comment Kubica, comment ça se passe. À sa place, je comprends, c'est peut-être mieux de partir maintenant que de faire l'année de trop chez Williams. Peut-être, effectivement. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2021 avec les nouvelles règles. Mais aujourd'hui, effectivement, à 32 ans, il aura 33 ans au moment du début de la saison 2021. Est-ce que tu l'as dit, il y a un tas de jeunes pilotes qui arrivent, une nouvelle génération, notamment qui est actuellement en F2 ou qui est déjà en F1, hein, les Lando Norris, les George Russell. Et finalement, il a peut-être laissé passer sa chance et laissé passer le train. C'est pour toi, dans quoi Nico Hülkenberg doit s'engager à l'avenir? Est-ce que c'est le DTM? Est-ce que c'est l'endurance où il a eu des bons résultats? Vers où il doit s'orienter? La Formule E, je te pose la question. Ah, j'ai pas de bons conseils à lui donner, je suis pas pilote. Mais si on essaie de se mettre d'un point de vue logique, il a très bien marché en endurance, donc pourquoi pas retourner là-bas, même si le WEC est pas forcément au top de sa forme. Je pense qu'il arrivera toujours à décrocher d'assez bons volants. Sinon, effectivement, pour moi, c'est plutôt vers le DTM. Il a quand même une grosse cote de popularité en Allemagne, comme tous les pilotes allemands d'ailleurs. Il a une grosse cote de popularité là-bas. Le DTM en plus, on se rapproche vraiment de plus en plus de la fusion avec le Super GT. Ça va, je pense, devenir vraiment un championnat très très compétitif, encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. C'est peut-être là où il a sa carte à jouer, d'aller se placer tout de suite. Quitte à démarrer un peu plus tôt, puisque la fusion ce sera pas pour cette année ni pour l'année prochaine, je pense, mais voilà, d'arriver un ou 2 ans plus tôt, le temps de faire son trou, de s'installer confortablement dans une bonne équipe, et puis d'être là quand le championnat sera vraiment au top du top, quoi. Oui, on rappelle pour le DTM que le nouveau règlement est arrivé, le nouveau règlement Class 1 s'est appliqué cette année à version DTM, il s'appliquera au Super GT l'an prochain. Effectivement, on s'attend à des manches partagées, voire un troisième championnat nord-américain pour créer vraiment un classement mondial vers 2021-2022. Donc effectivement, venir dès 2020, une fois que la nouvelle réglementation sera à la fois en DTM et en Super GT, c'est pas une mauvaise idée pour Nico Hülkenberg. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel a pensé un autre pilote de sa génération, Romain Grosjean, qui finalement lui continue en F1, mais qui avait pensé s'il arrêtait à mixer DTM et un autre championnat, pourquoi pas. Donc tu l'as dit, hein, c'est la voie la plus simple et on a beaucoup de regrets quand on parle de Nico Hülkenberg parce que quel talent gâché, mais il le doit essentiellement à lui-même puisque les 3 moments clés de sa carrière, c'est lui qui est allé se les gâcher et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Il n'y a que 20 places en F1 et on ne peut pas se permettre d'avoir des pilotes qui loupent toutes leurs opportunités. On se moque souvent de Lance Stroll, hein, mais Lance Stroll, il a une opportunité de podium, il a fait podium. Et il y a plein de pilotes comme ça qui en ont profité. Tu parlais tout à l'heure de Kamui Kobayashi, il a eu une opportunité dans ses carrières de faire un podium, il l'a fait. Et ça ne se représente pas forcément. Et Nico Hülkenberg sera pendant longtemps peut-être le pilote avec le plus d'engagement en F1 sans podium à la clé. C'est un triste record, mais c'est un peu à l'image de ce qu'il nous a donné. On est d'accord. Eh bien écoute, je crois qu'on peut s'arrêter là pour cette émission pas très gaie sur Nico Hülkenberg. Hein, malheureusement, on aurait aimé voir un autre dénouement pour Nico Hülkenberg, mais on est aussi heureux puisque Nico Hülkenberg qui s'en va, c'est Esteban Ocon qui revient. Donc d'un point de vue français, on est forcément content, hein, on va pas se mentir. Et puis merci Paul pour ton éclairage sur la carrière de Nico Hülkenberg. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est très important, et à nous dire ce que vous pensez de la carrière du Hulk, 10 ans en F1, 9 saisons, hein, on l'a dit, 2010-2019, et beaucoup de moments qui laissent un goût amer de la part de Hülkenberg. Allez, salut à tous. Salut!